Bonjour. Alors, dans ce PowerPoint, on va décrire l'exercice 2, extraire nombre, qui, dans le fond, va vous faire un peu pratiquer les strings, les fonctions et les boucles. Donc, l'objectif, ou les objectifs de l'exercice, c'est de coder et d'utiliser quelques fonctions manipulant des strings et des caractères avec des boucles. Donc, voir comment on peut composer plusieurs fonctions pour faciliter le codage d'une fonction plus complexe. Les préalables, la théorie sur les strings, les caractères, la théorie sur les fonctions, la théorie sur les boucles, l'exercice 1. Donc, en passant dans la théorie, on a vu qu'un caractère peut occuper 16 bits ou 32 bits, ou même plus dans une string C#. Donc, le cas de figure où un caractère occupe plus de 16 bits est quand même relativement rare pour notre alphabet à nous, alphabet européen, donc latin, plus ou moins accentué. Donc tout ça, ça rentre dans 16 bits. Il y a juste les emojis, en fait, pour nous, qui ne rentrent pas dans 16 bits. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer dans l'exercice, si je vous dis combien de caractères contient telle chose, ben, vous avez juste à calculer la longueur de la string et ça va vous donner le nombre de caractères. Officiellement, c'est pas ça qu'il faut faire. Officiellement, il faudrait faire un autre processus, compter, par exemple, le nombre de runes dans une string, mais là, on n'ira pas jusque-là. Okay, donc là, on va considérer pour l'exercice présent que le nombre de caractères, le nombre de chars dans une string, c'est la longueur de la string. Okay, c'est le nombre de caractères qu'il y a dedans. Donc, voici les différentes parties de l'exercice. Donc, la première, mise en place. Donc, vous allez ajouter une nouvelle classe. Donc, on part du projet existant d'exercice 1. Donc, on ajoute une nouvelle classe string, comme on voit ici, public statique, classe string. Ensuite de ça, vous allez ajouter une méthode découpée qui va avoir la signature suivante. Vous mettez not implemented exception. Vous implémentez les autres que vous avez ici. Donc, essayez de respecter correctement l'orthographie pour pas être en problème plus loin. Vous allez encore ajouter celle-ci. Pour ce qui est de celle que vous voyez ici, il se pourrait que que l'éditeur vous donne certains avertissements pour des paramètres utilisés. Quand vous mettez Throw Not Implemented Exception, on dirait que quand il y a des valeurs par défaut ici, Visual Studio est un peu confondu, fait qu'il n'est pas capable de... C'est comme un bug en fait. Donc vous n'avez pas le choix de mettre un truc comme ça pour le tranquilliser, pour éliminer les avertissements, donc vous aurez juste à le faire. Finalement, vous en avez deux autres ici, là, je m'excuse que ce ne soit pas les mêmes couleurs, mais en fait, c'est que j'avais oublié de les mettre, puis c'est Mathieu qui les a rajoutés, donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas de la même couleur. Mais vous en avez deux autres ici à ajouter. Une fois que vous avez fait ça, vous ajoutez un nouveau projet console string que vous avez ici. Donc, et ce projet-là va dépendre du projet révision libre. Okay, donc, il y a des dépendances ici. Donc, le projet console string va dépendre du projet révision libre. Et ses propriétés, vous allez les rajouter comme suivantes. Donc, c'est un exécutable. Le target framework, c'est net5. Et on active la protection contre les valeurs nullables. Donc, dans la nouvelle classe programme du nouveau projet console string, vous allez définir des constantes qui possèdent en fait votre nom et vos initiales. Donc, ça c'est mon nom et mes initiales, mais vous, ça va être votre nom avec vos initiales. Donc, dans la suite de l'exercice, vos noms et vos initiales vont être requis à de multiples reprises. Donc, à chaque fois que ce sera le cas, vous devrez utiliser les constantes et non entrer la string à nouveau. Okay? Je répète. À chaque fois que votre nom apparaît dans une sortie ou vos initiales, vous utilisez les constantes et non pas des valeurs hard-codées où est-ce que vous mettez directement votre nom, votre prénom dans une string. Votre nom et vos initiales, je veux les voir apparaître juste une fois dans la constante. Pour le reste, je ne veux pas voir ça. Évidemment, c'est ça. Donc, vous exécutez.
Donc, normalement, vous allez avoir ici, vous exécutez votre nouvelle console, le nom de la console, et votre nom doivent s'afficher dans le titre. Donc, vous voyez ici le nom de la console, et votre nom ici s'affiche dans le titre. Donc, le nom de la console, c'est console string, et votre nom, moi c'est Frédéric Guérin, mais vous, ça va être votre nom. Votre nom qui provient de la constante. Ensuite de ça, vous faites un message pour dire d'appuyer sur une touche pour terminer. Vous faites une saisie. Vous allez maintenant rajouter les tests du fichier teststring.c#. Vous avez l'ensemble des tests que vous avez ici. Donc, normalement, ça va tout être des tests qui vont être not implemented. Donc, vous allez avoir des triangles jaunes dans chaque cas. C'est-à-dire en tout cas, ils passent, on peut pas dire qu'ils passent ou qu'ils échouent. Normalement, rendu ici, vous devriez avoir aucun avertissement ou erreur résiduelle. Si c'est le cas, essayez de régler le problème. Finalement, vous faites un commit, donc vous allez valider, mais ne poussez pas tout de suite. Donc ici, on a la validation mise en place. Là, maintenant, on va rajouter ce qu'on appelle un tag. Donc, vous allez afficher le menu contextuel de votre dernier commit. Puis, je vais descendre ici. Vous allez afficher le menu textuel de votre dernier commit. Et vous allez sélectionner « Créer une balise », donc tag en anglais. Vous allez entrer le nom de la balise et créer ensuite, et cliquer ensuite « Créer ». Donc, la balise s'appelle « Exercice string ». Une fois que vous avez fait ça, vous devriez voir ici votre balise apparaître dans votre historique. Donc, en même temps que c'est écrit ici « Master », vous allez voir « Exercice string » et la balise va être ajoutée. Donc, vous pouvez rajouter des balises dans votre historique pour marquer certains points précis de votre historique. Donc ici, en fait, on tag pour indiquer que c'est le début de l'exercice string. Donc, si jamais vous avez besoin d'afficher les balises parce qu'ils ne s'affichent pas, vous pouvez activer la case ici. Finalement, vous pouvez faire un push, donc pousser ça vers le serveur. Donc, votre historique devrait ressembler à ceci. Donc, moi, ma version actuelle de Visual Studio 16.8 ne pousse pas les balises vers le serveur, mais il semble que ce problème sera résolu dans la prochaine version 16.9. Pourtant, en fait, c'était possible de le faire déjà dans la version 16.4, mais là, des fois, dans Visual Studio, il y a des régressions. Donc là, il y a eu une régression. Ça fait qu'on ne peut plus faire ce qu'on faisait avant. Donc, c'est ça, une foule de... C'est les joies de l'informatique. Mais bon, normalement, ça devrait être réglé plus tard. Donc, si vous ne voyez pas votre balise apparaître sur GitHub, c'est pas dramatique. Donc, en résumé, dans cette section-là, on a mis en place l'infrastructure de code qui va servir tout au long de l'exercice. Donc, une nouvelle classe, on a ajouté une nouvelle classe string, on a ajouté des versions non implémentées des méthodes, on a fait un nouveau projet console, on a ajouté des tests, on a fait un commit, tag, push. Donc, maintenant que tout est en place, on peut passer à, disons, à la substantifique moelle de l'exercice. Découper. Donc, on a ici une méthode découpée. Alors, cette méthode, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend en entrée une string, vous avez ici, qu'on suppose non nulle, mais possiblement vide, et qui va retourner quoi? Qui va retourner début, qui est la première moitié de la string, qui est out string début. On retourne la première moitié de la string, out string fin. On retourne la deuxième moitié de la string, et centre, on retourne le centre de la string si la longueur de la string est impaire. Sinon, on retourne le caractère nul quand la longueur de la string est paire. Booléen, ici, on retourne vrai si la longueur de la string est impaire, sinon on retourne faux. Donc, exemple de sortie en fonction de l'entrée. Donc, ici, la string d'entrée, on a vide, A, AB, ABCDEF, ABCDEFG. Donc, si c'est vide, la sortie, est-ce que c'est un nombre impair de caractères quand c'est vide? C'est 0 caractère, donc c'est faux que c'est un nombre impair. A, c'est vrai que c'est un nombre impair. AB, c'est faux. ABCDEF, c'est faux. Puis ABCDEFG, c'est vrai. Le début, ben, une string vide, le début, c'est vide. La string A, le début, c'est vide. La fin, c'est vide. Le centre, c'est A. String vide, c'est vide, nul, vide. AB, le début, c'est la chaîne juste du caractère A. Nul, il n'y a pas de caractère centraux parce qu'il y a 2
caractère seulement, puis B. Ensuite ça, A, B, C, D, E, F. On a A, B, C qui est le début de la string, il n'y a pas de caractères centraux, et on a D, E, F qui est la fin. Finalement, A, B, C, D, E, F, G, on a A, B, C qui est le début de la string, D qui est le caractère central, et E, F, G qui est la string, la deuxième moitié de la string. Donc ensuite de ça, vous allez coder dans le programme console, vous allez utiliser la fonction découper pour découper différentes strings et afficher les 4 sorties sous forme de tableau. Donc, qu'est-ce qu'on entend par les 4 sorties? Je vais me descendre ici. Donc, ici, on voit qu'on appelle différentes fois la fonction découper. OK. Donc, ici, on appelle découper sur une string vide, sur la string A, AB, ABC, ABCD, ABCDE. Ici, on génère un nombre aléatoire entre 6 et 20. Okay. Puis, on génère une string qui contient ce nombre de fois-là de plus. Donc, à chaque fois qu'on va exécuter votre programme, le nombre de fois, le nombre de plus qui va apparaître ici va être différent. Il va être de 6 à 20. Ici, ça va être le nombre, puis ici, ça va être le même nombre. Supposons qu'ici, par exemple, ici, je ne sais pas, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay, donc, ici, on a 14 plus. Ben, ici, en dessous, il y en a 15. OK? Ensuite de ça, ici, vous allez mettre votre nom au complet avec un point entre votre nom et votre prénom. Et, en fait, vous allez remplacer chaque espace par un point. Et vous allez, dans la deuxième ici, en dessous, vous allez rajouter un point d'exclamation. Donc, qu'est-ce qu'on a une fois qu'on a fait ça ici? Ici, il faut que ça soit aligné, ces choses-là. Une fois que vous avez fait ça, vous affichez, est-ce que le retour est vrai ou faux? Est-ce que c'est un nombre impair de caractères? Faux, vrai, faux, vrai, faux, vrai. Ici, ce ne sera pas nécessairement faux. Ça va dépendre de quel nombre vous allez tirer. Mais ce qui est sûr, c'est que si c'est faux, ici c'est vrai. Puis si c'est vrai, ici c'est faux. Même chose ici. Si c'est vrai, ici c'est faux. Puis si c'est faux, ici c'est vrai. Ensuite de ça, vous affichez la première moitié, le caractère central et la deuxième moitié. Finalement, on appuie sur une touche pour terminer. Donc, astuce et indice. Donc, essayez de coder la fonction et la sortie console par vous-même. Si vous avez besoin d'un coup de pouce, pour mieux orienter votre démarche, consultez les diapos suivantes. Donc, vous avez celle-ci, la A2, puis en tout cas, vous avez ces deux diapos-là que vous pouvez cliquer pour aller voir les conseils que je vous donne pour coder ça. Si vous n'avez pas besoin de conseils, parfait, tout va bien, vous continuez. Donc, vous faites maintenant une saisie console, l'équivalent de ce que vous avez ici. Vous le faites ici. Vu que vous avez fini maintenant, vous pouvez tester, vérifier que la test 1 va fonctionner, sinon vous corrigez les problèmes. Ensuite de ça, vous validez que vous n'avez plus aucun avertissement résiduel, mais ensuite de ça, vous pouvez valider ou committer sur Git et pousser. Ensuite de ça, on doit coder une fonction qui s'appelle premier chiffre. Donc, cette fonction-là, c'est une méthode d'extension. Donc, on voit static 10, c'est une méthode d'extension, qui permet de localiser la position du premier chiffre rencontré dans un message. Donc, une string non nulle, mais possiblement vide. Donc, le message ici, c'est une string non nulle, possiblement vide. Les sorties, on a deux sorties. On a le retour ici, booléen, et on a le out int indice. Donc, la sortie indice nous indique l'emplacement du premier chiffre dans la string en partant d'un indice de base 0. Et le retour nous dit false s'il n'y a aucun chiffre dans la string. Et dans ce cas-là, l'indice de retour doit être moins 1. Donc, le retour, c'est true si on trouve un chiffre. C'est false si on n'en trouve pas. Si on n'en trouve pas, l'indice de retour doit être moins 1. À partir de là, vous codez une méthode console. C'est-à-dire vous rajoutez des sorties dans la console. Donc, on voit ici le découper en haut et une ligne vide. Et ensuite, on a premier chiffre. Premier chiffre. Donc, le premier chiffre ici, ça va être l'agent 007 FG. Donc, ça va être agent 007 avec vos initiales. Toujours la même chose ici. On prend vos initiales, la constante. Comme ici, Frédéric Guérin, c'était votre nom, la constante.
donc vos initiales, la constante, et vous affichez la sortie, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, puis si c'est vrai, vous affichez l'emplacement du premier chiffre. Donc le premier chiffre est l'emplacement 6, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc le premier chiffre arrive ici, donc l'emplacement c'est 6. Par contre ici, il n'y a aucun emplacement, donc c'est -1. On veut que les colonnes toujours soient alignées pour ce qui est de premier chiffre. Vous testez avec le test T3A. Si jamais vous avez besoin d'aide, vous pouvez ici cliquer sur Astuces pour vous aider. Donc, on s'attend à ce que vous utilisez une boucle. Donc, il y a une certaine contrainte aussi qui est ajoutée. Donc, des fois, on fait ça, on ajoute des contraintes pour vous empêcher d'utiliser certains moyens qui seraient peut-être trop faciles. Donc, on ne peut pas utiliser la méthode index of any, au cas où vous auriez su que ça existait. Là, je vous l'apprends, ça existe. Évidemment, parce qu'on a besoin plus tard de généraliser la méthode qu'on vient de coder, donc c'est pour ça qu'on ne veut pas utiliser cette méthode-là. Donc, on a ici, on voit comment qu'on aurait pu utiliser index of any. Donc, par exemple, supposons que vous avez agent 007 et 008 au rapport. Message.length 28, par ça, vous faites message.index of any, puis unstring, vous mettez 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Après ça, point to char array. En faisant ça, vous allez obtenir 7, donc vous allez obtenir l'emplacement ici. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous obtenez l'emplacement du 0. Donc, ça fonctionne, mais c'est pas ça qu'il faut utiliser. OK? Il faut utiliser une boucle. Pardon. Donc, cette méthode que vous avez codée ensuite, c'est une surcharge de la précédente. Donc, elle prend un paramètre additionnel, indice départ. Donc, ce paramètre indique à partir de quel indice on doit chercher le premier chiffre dans la string. Donc, si l'indice est invalide, par exemple s'il est négatif ou s'il est trop grand, alors la recherche échoue et la méthode retourne faux avec un indice de -1. Donc, prochaine diapo avec des exemples de fonctionnement. Donc, on a un out int indice, puis on a un argument supplémentaire ici, int indice à départ, pour dire à partir de quel indice on commence à chercher notre chiffre. Donc, par exemple, ici, on a toujours la même, ici, on a le premier chiffre, agent 007FG, si on cherche à partir de -1, l'indice n'est pas valide, donc on retourne false, avec la valeur du caractère qu'on a, qui est -1, vu que quand c'est false, on retourne toujours -1, comme indice. Si on cherche à partir de 0, ici, ben, la valeur c'est true, on trouve 6. Si on cherche à partir de 4, 1, 0, 1, 2, 3, 4, on cherche à partir de la lettre T, ben, on retourne true, puis on retourne 6 toujours. Si on cherche à partir de 7, ici, ben, on retourne true, puis 7. Donc, immédiatement, en l'emplacement où on commence à rechercher, on trouve tout de suite un chiffre, donc on s'en sert. Ensuite de ça, ici, on retourne à partir de la position 10, on est passé le 007, donc on trouve plus de chiffres, fait qu'on retourne false -1, et à partir de la position 15, on est carrément plus grand que la string, et on tourne false -1. Donc vous allez rajouter ces cas-là ici dans les cas de recherche pour avoir les bonnes sorties ici. Donc les colonnes toujours sont alignées. Vous testez le bon fonctionnement avec les tests T3A et T3B. Normalement, T3C va aussi échouer parce qu'on va faire quelque chose à par la suite pour, disons, régler ce cas-là. Donc, il n'y a pas de nouvelle astuce dans ce cas-ci. Évidemment, toujours, vous ne pouvez pas utiliser index of any. Finalement, vous committez, vous validez, puis vous poussez avec git. Donc, dry et kiss, redondance, try. Donc, il y a beaucoup de redondance entre les deux surcharges que vous venez de faire de premier chiffre. Donc, la redondance est une source importante de bugs informatiques lorsqu'on modifie, parce que lorsqu'on modifie un truc, puis qu'on oublie de le modifier ailleurs, ben, c'est là qu'on se ramasse avec des bugs un peu tannants. Donc, la redondance du code va à l'encontre d'un principe de programmation qu'on appelle dry, puis qui veut dire don't repeat yourself.
Donc, simplifier le code, option 1. Donc, pour simplifier le code, on a deux options. La première, ça serait d'implémenter une méthode en fonction de l'autre. La deuxième, ça serait de combiner les méthodes en une seule en utilisant des arguments par défaut. Par exemple, pour la première option, on obtiendrait le code suivant, où est-ce que, ici, on verrait que on a premier chiffre, ici, puis premier chiffre qui ne part pas de l'indice 0, on appelle premier chiffre, mais en démarrant à l'indice 0. Donc, par défaut, premier chiffre démarre à l'indice 0, et on appelle l'autre premier chiffre, donc un premier chiffre appelle l'autre méthode premier chiffre en lui passant un indice de 0 pour débuter. Donc, normalement, si vous faites ça, les tests 3 et 3B devraient continuer à passer. La deuxième option, qui est plus intéressante, consiste carrément à ajouter une valeur par défaut au paramètre indice départ et à supprimer l'autre méthode. Donc, vous avez juste à faire ça. Et après ça, vous testez. Normalement, le test 3C devrait passer. Donc, je répète, il faut supprimer une des deux méthodes indice départ et il faut en conserver une seule en lui ajoutant un argument par défaut, de telle sorte que tout le reste du programme continue à fonctionner comme il était avant. On ne change rien dans le reste. Absolument rien. Ça reste tel quel. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on supprime une fonction indice départ, puis on en conserve l'autre en lui ajoutant un argument par défaut. Ça va faire passer normalement le test 3C en plus du 3 et 3B. Vous avez juste maintenant à mettre votre code unifié de premier chiffre. Donc, on veut voir la signature complète de la méthode, incluant son corps et sa signature, bien entendu. Vous pouvez ensuite coder une méthode, une autre méthode qu'on va appeler premier non-chiffre, en vous inspirant de ce que vous avez fait précédemment. Donc, au lieu de chercher la position du premier chiffre dans la string, vous allez chercher la position du premier caractère qui n'est pas un chiffre dans la string à partir de l'indice de départ. Ici, vous voyez l'indice de départ 0. Donc, on pourrait être encore plus dry en combinant cette méthode avec la précédente, mais le jeu n'en vaut pas la chandelle car on enfreindrait alors un autre principe de bonne programmation qui s'appelle KISS. Donc, des fois, la redondance est acceptable. Donc, pour rester dry, l'idéal serait de généraliser avec un prédicat, mais ça dépasse le niveau actuel de l'exercice, donc c'est pour ça qu'on ne le fait pas. Donc, c'est correct de coder une méthode premier non-chiffre qui va ressembler énormément à votre autre méthode. Donc, vous faites un copier-coller, puis vous changez ce qu'il faut. Une fois que vous avez fait tout ça, vous testez. Normalement, vous allez voir ici 3D qui va aussi passer, donc premier non-chiffre, premier chiffre défaut, premier chiffre plus, premier chiffre. Okay? Vous pouvez ensuite valider et pousser. Ici, vous ne devriez avoir aucune erreur, aucun avertissement. Donc, en résumé, pour réduire la redondance entre deux méthodes dans le code et rester dry, faire en sorte qu'une méthode appelle l'autre, ou alors éliminer une méthode et ajouter des arguments par défaut à l'autre, si les deux signatures sont compatibles, évidemment. Donc, ça prend les paramètres dans le même ordre, mais pas nécessairement du même type. Non, dans le même ordre et de même type, pardon. Donc, vous avez deux principes importants de bonne programmation qu'on a vu. On a vu le principe dry, don't repeat yourself, et le principe KISS, keep it simple, stupid. Il y a deux facettes importantes pour un code de qualité. Le dry, c'est pour éviter la redondance. Le KISS, c'est pour éviter le code trop sophistiqué, alambiqué, long. Si, pour éviter la redondance, on doit rendre le code moins compréhensible, plus complexe, peut-être que ce n'est pas une bonne idée. On va coder maintenant une fonction qui s'appelle localiser nombre. Alors, cette méthode-là prend un message, va sortir l'indice du début du nombre, l'indice de fin du nombre, et on part d'un indice de départ toujours. Donc, cette méthode d'extension, statique 10, permet de localiser la présence d'un nombre dans un message, une string, en cherchant à partir d'un indice de départ qui est 0 par défaut, donc le début du message. Pour simplifier le traitement, on considère qu'un nombre est une séquence consécutive de chiffres, sans espace et sans ponctuation. Donc, quand on dit qu'on cherche un nombre, en fait, on cherche une séquence consécutive de chiffres. De plus, donc, il n'y a pas de signe, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de point décimal qu'on prend en compte dans la recherche. Okay? On veut juste une séquence consécutive de chiffres.
Par ailleurs, s'il y a plusieurs nombres dans la string, seul le premier nombre est localisé. Le premier nombre, évidemment, à partir de la position de recherche. Donc, on va voir comment localiser tous les nombres un peu plus loin. Donc, les entrées de la méthode, on a le message, on a l'indice de départ, qui est toujours un indice de base 0. Il faut que l'indice soit valide, sinon on retourne -1 pour ce qui est des indices de début et de fin trouvés. Les sorties de la méthode, l'indice de début, c'est l'indice de base 0 où débute le nombre, -1 s'il n'y a pas de nombre. L'indice de fin, c'est l'indice de base 0 qui vient tout juste après la fin du nombre, -1 si aucun nombre localisé. Et dans ce cas-là, c'est la longueur de la string si jamais le message se termine par un nombre. Okay, c'est juste une précision, mais ça revient au même de dire que c'est l'indice qui suit la fin du nombre. Et on retourne vrai si un nombre est localisé, faux sinon. Donc ici, on a des exemples. Okay, donc supposons ici qu'on a le message ici agent 007 et 008 au rapport. Donc on a le message.length 28. Donc ici, on a toujours le index of any, mais ça, c'est pas ça qu'on veut. Hein? C'est pas ça qu'on veut. Donc, supposons que le message est le suivant. Alors, voici ce que donnerait la localisation pour différents indices de départ. Toujours index of any, on n'a pas le droit d'utiliser ça. Donc, si on part de -1, évidemment, le nombre trouvé, il n'est pas trouvé. Donc, c'est faux. L'indice de début, c'est -1. L'indice de fin, c'est -1. Donc, l'indice de départ est invalide, donc négatif. 30, l'indice de départ est invalide, il est trop grand. 4, parfait, on part de la position 4 et on cherche le nombre. Le nombre qu'on va trouver, c'est bien entendu 007. Donc on part de la position 4 là-dedans, 0, 1, 2, 3, 4. On part du T, puis on trouve le nombre. Le nombre, ça va être 007. Donc 007, ça va commencer en position 7, puis ça va se terminer en position 10. La position 10, c'est la position de l'espace qui suit le 7. OK, même chose, si on part en position 8, donc on part au 0 qui est ici, ben le nombre qu'on va identifier, ça va être 0,7, et le nombre va partir à 8, va s'arrêter à 10. Si on part en position 10, donc après le 7, on va trouver le 008 ici, qui commence en position 14 et qui se termine en position 17. Et si jamais on part en position 17, donc après le 008, on va retourner faux, parce qu'on n'a pas trouvé de nombre, et on va retourner -1, -1, et l'indice de départ, vu qu'il est après 008, ben c'est ça, on ne va rien trouver. Contrainte de codage. Vous devez obligatoirement utiliser les méthodes premier chiffre et premier non-chiffre codés à la section précédente pour coder la méthode localiser nombre. Donc, premier chiffre localise votre premier chiffre, puis premier non-chiffre va localiser la première position où vous avez plus de chiffres. Donc, normalement, avec ces deux méthodes-là, vous devriez pouvoir facilement trouver la position de votre nombre. Donc, notez que cette contrainte vous simplifie en réalité considérablement le travail. Si vous avez besoin d'astuces, vous cliquez là-dessus et vous allez chercher des astuces. En termes de console, voici ce qu'on veut voir affiché. Donc, on est ici localiser nombre. Donc, localiser nombre dans la string vide, ben, il n'y a pas de nombre, mais bien entendu, c'est false -1, -1. Localiser nombre dans une string qui contient un seul nombre, un seul chiffre, ben, ça fonctionne. C'est true. Le nombre commence en 0, se termine à 1, et le nombre en question, c'est 1. Dans Biden, false, -1, -1. Dans 1, 2, 3, go, on retrouve un nombre qui commence en position 0, qui se termine en position 3, pour avoir 123. Wayne, 99, on trouve un nombre, évidemment là-dedans, mais il commence en position 6, se termine en position 8, pour le nombre est 99. Et agent 007, FG, vous, ça va être vos initiales. On voit que l'on trouve un nombre là-dedans, ça commence en position 6, ça se termine en position 9, et le nombre trouvé, c'est 007. Donc, vous affichez votre sortie pour votre console. Suite à ça, on va rajouter d'autres sorties. Donc, vous allez utiliser toujours localiser nombre avec un indice de départ qui est différent. Donc, la string dans laquelle il faut chercher, c'est agent 007, 008 et 00FG au rapport. Donc, vous, ça va être vos initiales. Donc, localiser nombre en position -1, on ne trouve rien parce que l'indice est mauvais. Position 4, on trouve 007 qui part de 7 à 10. Position 8, on trouve 07 qui part de 8 à 10. Position 10, on trouve 008 qui part de 12 à 15. Position 13, on trouve 08 qui part de 13 à 15. Position 15, on trouve 00 qui
part en position 19 qui se termine en 21. 25, c'est faux, on trouve rien. Et 40, c'est faux, on trouve rien. Donc, vous faites une saisie pour ça. Ensuite de ça, vous allez utiliser une boucle while pour localiser tous les nombres dans le message. Okay, donc, on parle du message précédent, qui est le message, celui-là ici. Okay. Donc, on parle de ce message-là. Vous allez coder une boucle while pour localiser tous les nombres dans le message et afficher chacun de ces nombres-là. Donc, il faut modifier l'indice de départ dans le corps de la boucle, sinon elle ne se terminera jamais. Okay, donc, c'est une boucle while. Je précise que ça doit être une boucle while. Donc, c'est un idiome de programmation qui est souvent utilisé. Donc, si vous voulez savoir c'est quoi un idiome de programmation, vous chercherez. Donc, ici, on veut afficher quelque chose comme ceci. Les nombres sont 007, 008, 00. C'est sûr, vous pourriez carrément mettre WriteLine. Les nombres sont 007, 008, 00, mais c'est pas ça qu'on veut. On veut que ce soit la boucle while qui affiche ces valeurs-là. Okay? Et bien entendu, enfin, c'est ça. Donc, petit conseil en passant, simplifiez autant que possible votre code dans votre main, par exemple, comme ceci. Vous pourriez avoir votre title, après ça, vous pourriez avoir des mots découpés, des mots premier chiffre, des mots localisés non. Dans chacune de ces méthodes privées-là, vous faites l'affichage qui correspond à chacune des parties. Finalement, vous faites appuyer sur une touche pour terminer. Donc, au lieu d'avoir un main qui est long, de 70 lignes, vous allez avoir des méthodes qui chacune va faire certaines choses de façon très précise. Une fois que vous avez terminé tout ça, vous pouvez tester avec T4A et T4B. Donc, T4A, ça teste avec des indices de départ 0 et T4B avec un indice de départ variable. Ensuite de ça, pardon, désolé, j'avais besoin de... En tout cas. Ensuite de ça, vous devez, c'est-à-dire éliminer les avertissements et vous pouvez ensuite valider et pousser avec Git. Ensuite, vous allez mettre votre code ici de votre méthode localisée nombre. Donc, le corps de la méthode suffit parce qu'on connaît la signature. En résumé, on a réutilisé des méthodes précédentes pour coder une méthode plus complexe. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la décomposition fonctionnelle, où on prend une méthode, puis on part de d'autres méthodes. Okay. C'est une des techniques de programmation les plus puissantes qui existent, et l'idée est de décomposer un problème complexe en plusieurs sous-problèmes plus simples. Donc cette idée-là, c'est pas une idée là, qui a germé dans la tête des programmeurs des années 50 puis 60. Pas du tout, je veux dire, c'est une méthode qui existe depuis très longtemps. En fait, Descartes lui-même, le grand philosophe, en a parlé abondamment dans son fameux livre Discours de la méthode, publié en 1637. Donc, l'idée de coller une fonction booléenne, comme par exemple localiser nombre avec un indice de départ qui est paramétrable, ça permet en fait de rechercher tous les nombres dans un message. Vous avez pu le voir avec while. Donc, l'idiome de la boucle while est idéal dans ce cas de figure, mais on aurait pu aussi utiliser une boucle for, quoique d'une manière non standard. Est-ce que vous pouvez le faire? Je vous laisse y réfléchir. Nous verrons dans la prochaine section qu'on peut pousser encore plus loin ce concept. Donc, extraire nombre. Vous avez une méthode ici, extraire nombre, qui part d'un message out int nombre, qui extrait carrément le nombre, et qui nous retourne un indice de départ. En fait, on met un indice de départ et qui va modifier cet indice-là pour nous dire où il est rendu dans l'extraction des nombres. Okay. Donc, cette méthode permet d'extraire le prochain nombre entier dans un message. On parle d'une string non nulle, mais possiblement vide. La recherche de ce nombre, s'effectue à partir d'un indice de départ fourni comme on a ici. Mais c'est un ref parce qu'il est modifié. Donc, en sortie, qu'est-ce qu'on a? En sortie, on a le nombre trouvé, ou 0 si on a aucun nombre qui est trouvé. Ou alors, si le nombre trouvé n'est pas un entier 32 bits valide. On a un indice départ qui potentiellement est modifié. On va voir la prochaine diapo. Et on a finalement un retour qui est vrai si un nombre valide a été trouvé dans le message.
Donc, la mise à jour de l'indice de départ, si un nombre valide est trouvé, l'indice est mis à jour pour que le départ suivant se fasse à la suite du nombre. Donc, l'indice de la position du caractère qui suit immédiatement le nombre. Si un nombre invalide est trouvé, l'indice départ est positionné au début du nombre invalide. Si aucun nombre n'est trouvé, l'indice est positionné à la fin de la string. Si l'indice est invalide, l'indice n'est pas modifié. Okay? Donc ça, c'est le fameux ref que vous avez ici, là. Okay, ben lui, il répond aux contraintes qu'on a ici, c'est-à-dire aux spécifications qu'on a là. Si le nombre est trouvé, l'indice est mis à jour pour démarrer la prochaine fois après le nombre. Si un nombre invalide est trouvé, l'indice est positionné au début du nombre invalide. Si aucun nombre n'est trouvé, l'indice est positionné à la fin de la string. Si l'indice est invalide, l'indice n'est pas modifié. Donc, ici, on a un exemple d'utilisation. Donc, toujours, on a les positions de l'indice de départ avant. On a la valeur de retour. On a l'indice de départ après. Puis, on a le nombre qui a été trouvé. Okay, donc, par exemple, ici, si on part en position -1, ben -1, c'est faux. Donc, l'indice de départ avant était -1, après c'est -1, parce que c'est pas un bon indice. Même chose, si on part en position 30, on retourne 30 parce que c'est pas un bon indice. Le nombre trouvé, c'est 0, parce que par défaut, on retourne 0 quand on ne trouve pas un nombre correct. Le retour est faux pour indiquer aussi que ça n'a pas marché, on n'a pas réussi à trouver le nombre. Si on part en position 4, ça c'est la string. Si on part en position 4, on va trouver le nombre 007. Mais on ne retournera pas, le nombre trouvé, ce ne sera pas 007, ça va être 007, mais converti en entier, ce qui va donner le nombre 7. Donc le nombre sorti, ça va être 7. L'indice de départ après, ça va être 10, parce que là, on va être rendu après le chiffre 7. Donc on va être rendu en position 10. Même chose si on part en position 8, on va trouver le nombre 07, mais ça va aussi donner le nombre 7 lorsqu'on va le convertir en entier, ce qui fait que on va obtenir aussi comme l'indice après 10 et le nombre trouvé, ça va être 7. Donc, c'est la même chose. Si on part en position 10, alors on est ici en position 10. Qu'est-ce qu'on fait? Position 10, c'est ici, pardon. Donc, on part en position 10 et on passe au travers de nos nombres. On trouve ici 008. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis 28 ici, parce qu'il me semble que ça aurait dû pas être ça. Ça devrait pas être 28. Ça devrait être juste après le nombre 008. Donc, attendez, là, je vais faire une pause ici. Là. Donc, ici, j'ai mis à jour, on voit ici, là, donc, quand on fait la recherche à partir de 10, on va trouver le nombre 8, 008, en fait, qu'on va convertir en 8, mais on va, après ça, le pointeur, c'est-à-dire de l'emplacement où on va se retrouver, une fois qu'on va avoir scanné ce nombre-là, on va se retrouver ici à la fin du nombre 008, donc on va se retrouver à l'indice 17. Et si on scanne à partir de l'indice 17, donc après 008, on va se rendre jusqu'à la fin de la string, donc on va se rendre jusqu'en position 28, mais on va trouver aucun nombre, et on va se retrouver avec le nombre trouvé qui est 0. Donc, vous allez ensuite de ça utiliser la méthode pour extraire le nombre dans les strings suivantes. Donc, l'indice de départ est toujours 0. Dans chaque cas, vous affichez le retour, l'indice après et le nombre trouvé. Donc ici, on voit qu'on a différents nombres et on cherche, on dit si on trouve un nombre, false, true, false, true, 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 false. Un nombre, il faut que ce soit un nombre valide, bien entendu. Big, il est trop gros, c'est pour ça qu'on a false. Maintenant, c'est quoi la position? Ben ici, la position, c'est 0, 1, une fois qu'on a fini de trouver. Biden, on se retrouve à la fin de la string, on n'a pas trouvé. 1, 2, 3, go, on se retrouve à la fin du 1, 2, 3, on a trouvé. Win99, on se retrouve en position 8 à la fin de la string. Agent 00007, on se retrouve ici en position 9 à la fin ici. Et Big, ici, on se retrouve en position 4 au début du nombre qui est fautif. Et ici, on a la conversion en valeur numérique pour ce qu'on a trouvé. Donc, vous faites une saisie de ça. Et
si jamais vous avez besoin d'indices, pour compléter la méthode, vous pouvez consulter cette diapo-là. Ensuite, ça, vous pouvez tester, ou sinon, une fois que vous avez terminé, vous pouvez tester avec le test 5A. Et ensuite, vous pouvez valider avec Git avant de poursuivre. Donc, la poursuite se fait avec l'exercice 5B. Donc, cette fois-là, vous allez coder une méthode externome qui prend un S, donc pour le pluriel. Cette méthode permet d'extraire l'ensemble des nombres contenus dans un message. Donc, on parle d'une string non nulle, mais possiblement vide. Donc, la sortie, c'est les nombres. Donc, vous avez la liste de nombres, en fait. Et les nombres trouvés dans le message sont ajoutés à la fin de la liste en ordre d'apparition. Si un nombre invalide est rencontré, il n'est pas inclus dans la liste et la recherche de nouveaux nombres s'arrête là. Okay. Retour, faux, si un nombre invalide a été rencontré dans la liste, vrai sinon. Donc, même si aucun nombre qu'on trouve dans la liste, on trouve quand même vrai. Okay. Donc, faux seulement si on rencontre un nombre invalide. Et dès qu'on rencontre un nombre invalide, on arrête d'extraire des nombres. Sinon, externe nombre retourne tous les nombres rencontrés dans le message. Donc, ici, le paramètre de sortie list int nombre, en fait, peut être bizarre qu'on considère comme étant un paramètre de sortie, mais oui, en quelque sorte, c'est un paramètre de sortie, même s'il ne s'agit pas d'un paramètre out, parce que la liste, ici, on l'ajoute. C'est-à-dire, on peut créer ici une nouvelle liste, on peut rajouter des nombres dessus, et on voit ici qu'on ajoute les listes. Donc, vous, en fait, votre méthode va recevoir une liste, puis vous avez juste à rajouter les nombres à la suite de la liste. Donc, la fonction ne crée pas de nouvelles listes, elle fait juste ajouter des nouveaux éléments dans la liste. Donc, vous allez ensuite de ça utiliser la console. Donc, par exemple, vous allez ici extraire les nombres de la string que vous avez ici. Donc, vous mettez votre nom FG, bon, ça c'est une string, et vous affichez true, parce que c'est vrai qu'il y a des nombres là-dedans. Vous faites 10, 20, 30, 40, 50, 60. Finalement, vous allez extraire les nombres de la string FG, vos initiales, 10, 20, puis ici, vous avez un très gros nombre, 60, et vous allez obtenir false, parce que ce nombre-là est invalide. Vous allez sortir les nombres seulement 10, 20. Donc, vous allez maintenant afficher la sortie. Donc, vous avez des indices ici au besoin. Vous pouvez tester ensuite avec le test 5B, valider et pousser avec Git. Donc ça ici, c'est une section facultative, donc vous n'êtes pas obligé de la faire. Mais c'est intéressant de la faire parce que bon, c'est ça, donc ça permet de visualiser la décomposition fonctionnelle. Ça prend Visual Studio Entreprise pour pouvoir faire ça. Si vous avez Visual Studio professionnel ou alors Visual Studio Community, vous ne pouvez pas faire cette section-là. Donc vous allez dans String, vous êtes dans string.c# ici, vous faites menu, ça c'est le menu contextuel, afficher sur la carte de code. Afficher sur la carte de code, un diagramme interactif va apparaître, voir la prochaine diapo. Donc, vous pouvez développer la classe string ici. Donc, la hiérarchie fonctionnelle s'affiche, prochaine diapo. Okay, donc, si vous visualisez, vous cliquez ici là-dessus pour développer la classe string. Donc, la hiérarchie fonctionnelle va s'afficher comme vous voyez ici. Donc, externome fait au pluriel, fait appel à externome au singulier, qui fait appel à localiser nombre, qui fait appel à premier nom chiffre et à premier chiffre. Donc, c'est ce qui s'appelle la décomposition fonctionnelle. Si jamais vous double-cliquez sur une des méthodes, le code correspondant va s'afficher dans Visual Studio. Donc, ensuite de ça, vous pouvez sauvegarder votre diagramme dans la racine de votre projet. Comme vous voyez ici, j'ai sauvegardé mon diagramme à côté du editor config. Donc, bon, c'est ça. Vous sauvegardez, vous le fermez, mais vous pouvez faire ensuite de ça. Là, on voit qu'il est à côté, mais c'est parce que j'ai fait un drag and drop vers les solution items dans Visual Studio. Puis vous pouvez faire ensuite de ça un nouveau commit. Final. Donc, en résumé, dans cette partie, on a exploré d'autres manières pour une méthode de retourner des données, mais de manière plus indirecte. On a utilisé le paramètre ref. On a utilisé aussi une collection d'objets comme une liste.
Et nous avons finalement visualisé la décomposition fonctionnelle, mais ça, bien entendu, c'était facultatif. En conclusion, dans cet exercice-là, on a mis en pratique les strings, les fonctions, les boucles. On peut utiliser la décomposition fonctionnelle pour coder des fonctions plus complexes à l'aide de fonctions plus simples. Le principe de programmation DRY, Don't Repeat Yourself, vous invite à éviter la redondance dans le code, source de bugs et de cauchemars de maintenance. Le principe KISS, Keep It Simple Stupid, vous invite à garder votre code le plus simple et le plus lisible possible. Ce principe s'oppose à l'occasion au principe DRY et à une tendance naturelle de certains programmeurs à l'over-engineering. Donc, moi-même, des fois, je fais de l'over-engineering, donc c'est quand on fait on essaie de trop compliquer le code pour rien. Donc, l'idiome de la boucle while ou for est souvent utilisé pour parcourir des séquences de manière non standard. Donc, évidemment, normalement, ici, on s'attend à ce que vous n'ayez pas d'erreur, pas d'avertissement. Donc, moi, sauf en des circonstances tout à fait exceptionnelles, je m'attends que les projets que vous me remettiez n'aient pas d'erreur, pas d'avertissement. Donc, les pénalités vont être assez lourdes si jamais vous avez des erreurs, des avertissements résiduels. Okay? Donc, les messages ici sont permis, mais non recommandés. Ensuite de ça, vous allez, sur la prochaine diapo, me faire une saisie de votre historique Git, qui est pertinent au présent exercice. Donc, je n'ai pas besoin de voir les commits de l'exercice 1. Je veux juste voir les commits de l'exercice 2. Donc, à partir de votre tag, en montant jusqu'à le dernier commit que vous avez fait. Okay. Donc, je veux voir vos messages ici. Je veux voir les tags et les embranchements, les branches. Je veux voir l'auteur, qui est vous. Je veux voir les dates, puis je veux voir les IT. OK, je veux tout voir ça. Donc, ici, vous voyez que moi, j'ai flouté des données. Vous, évidemment, vous floutez pas des données. Moi, si j'ai flouté des données, c'est parce que j'ai dû réécrire un peu mon historique. Donc, je voulais pas que ça ait l'air d'un historique un peu bizarre pour vous. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ça. Donc, la pénalité pour ne pas produire votre historique va être de 20%. Vous faites votre saisie d'historique ici. Ensuite de ça, vous m'affichez les résultats de vos tests. Donc, vous allez faire une saisie des résultats de vos tests, donc uniquement les tests reliés au présent exercice, encore une fois. Donc, test string, en incluant la colonne durée que vous voyez ici. Donc, vous n'aurez pas 14 tests, bien entendu. Moi, j'ai écrit 14 tests ici, c'est parce que au départ, l'exercice, je l'avais fait plus long. Finalement, j'ai décidé de le réduire un peu en taille. Donc, peut-être vous allez dire que, par chance que je l'ai réduit en taille, sinon ça vous aurait pris un temps infini. Peut-être. Donc, j'ai réduit la taille de l'exercice. Mais, tout ça pour dire que vous devriez ici produire une saisie de vos sorties, sinon vous avez une pénalité de 10% qui va s'appliquer. Suite à ça, vous allez procéder à votre auto-évaluation. Donc, vous avez ici simplement à ajouter vos différents points pour donner le total de 10 que vous faites. Et ensuite de ça, vous me remettez tout ça sur les A avec la procédure habituelle. Voilà.